Ok, super. Parfait. Bon, alors on touche plus à rien. Désolé pour ce début un peu laborieux. On est super content de vous retrouver pour un nouveau live sur les études. Voilà, n'hésitez pas à nous poser tout plein de questions. On va parler des écoles de design et on va en parler avec Solène qui est là. Voilà. Enchantée. Voilà, je suis super content de l'accueillir. En fait, je l'ai rencontrée, Solène, à l'occasion d'un reportage qu'on a fait au magazine Phosphore, qui est paru dans le magazine à l'ENSI. Je vous le montrerai en toute fin d'émission. Et en fait, elle a gentiment accepté de venir pour nous parler des écoles de design. Et voilà, on trouve ça super intéressant de parler des écoles de design parce que c'est un terme qu'on entend assez souvent et peut-être qu'on ne sait pas trop à quoi il réfère. Donc voilà, on va en parler. Donc, toi, Solène, donc, tu es étudiante à l'ENSI. C'est ça. C'est une école de design publique qui est à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait juste avant d'entrer à l'ENSI? Alors moi, j'ai fait un bac ES dans un lycée général. Et ensuite, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Donc je crois que maintenant, ça n'existe plus. Ça a été un peu changé en DNMAD ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Et donc, on était obligé de faire une année de mise à niveau. Et où en fait, on rattrapait le retard de ceux qui avaient fait un bac directement art appliqué. Et ensuite, j'ai fait un BTS design produit à Olivier de Serres. C'est une école à Paris. Et enfin, j'ai fait une année de césure entre les deux parce que j'avais pas été prise en fait enfin, j'avais été acceptée à l'ENSI pour passer les concours, mais j'avais pas été sélectionnée. Et donc j'ai retenté une deuxième fois l'année suivante. Et là, cette fois-ci, j'ai été prise en 2018. Super. Est-ce que tu peux... Alors actuellement, en fait, l'ENSI propose deux cursus. Donc il y a C'est ça. design textile et design industriel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le design industriel ou tout du moins ce que c'est que le design? Parce que je Ouais. pense que c'est un terme voilà, qu'on entend beaucoup et dont on ne sait pas trop à quoi ça réfère. Qu'est-ce que c'est que le design? Bah, en fait, il faut savoir que quand on est en post-bac, on va rechercher un peu les écoles et c'est très sectorisé en général, même au niveau des BTS et des choses comme ça. Et donc en général, on a souvent le choix entre design produit, donc c'est censé être la conception d'objets. Voilà, justement, il y a un petit commentaire de Bernabette, je me permets de te couper, qui nous dit qu'est-ce que c'est que le design produit? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que c'est? Bah, en fait, le design produit, en général, c'est plus tourné vers l'objet. Donc, un exemple classique, ce serait faire une chaise, par exemple, Ouais. ou faire un couteau, faire... Des baskets. c'est ça, c'est Ah ouais. créer des objets, hein. Ouais. Ensuite, on a ce qui est le design d'espace. Donc là, c'est plutôt le design intérieur. Parce qu'en général, il y a soit l'architecture, qui est une école, qui est une autre école, un autre type d'école, où là, on crée les bâtiments, c'est un peu de l'ingénierie. Et il y a l'espace, et donc là, c'est plutôt l'architecture intérieure. Donc là, c'est plutôt les aménagements des espaces, etc. Ensuite, il y a le design graphique. Et là, ça va être tout ce qui est la création de logos, ça va être la mise en page, créer des éditions, des livres. Bah, par exemple, dans Phosphore, il y a des graphistes qui travaillent pour Bien sûr, on faire les la salue mise en d'ailleurs, page. les graphistes de Phosphore. Et enfin, souvent, il y a aussi la section textile. Et donc là, on a tout ce qui est en référence avec la mode ou avec la création textile qui est à l'ENSI présente. Et donc en soi, et il existe aussi plein d'autres types de design, comme le design de service, le design de politique publique. Enfin, il y a plein de choses, mais qu'on apprend au fur et à mesure. Et ce que je disais, c'est que je parlais tout à l'heure avec toi et je pouvais donner un exemple d'un projet pour expliquer tous ces différents types de design. Ce serait le projet de Vélib, où en fait, c'est un projet sur lequel tu as travaillé, toi? Non, pas du tout. C'est juste pour expliquer le service de Vélib qui a été implanté dans les villes. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un service de vélo partagé à Paris. Et en fait, ça, typiquement, c'est un cas que des designers auraient pu avoir à traiter. Donc, c'est la ville de Paris qui s'est posé la question un jour. On aimerait que les habitants de cette ville se déplacent dans la ville, mais de manière plus écologique, donc de ne pas utiliser de voiture. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dû proposer, faudrait qu'ils se déplacent à vélo. Sauf que les designers, avec des études, ils se sont rendus compte que c'est compliqué d'avoir un vélo à Paris parce que ça coûte cher, parce qu'on n'a pas forcément l'espace pour le stocker. Et donc, ils se sont dit, la meilleure idée, ce serait de louer peut-être son vélo et de le partager avec les habitants de cette ville. Et donc là, c'est un designer de service en fait qui fait toute cette partie-là. Il va aller faire des scénarios d'utilisateurs. Donc là, il va se dire justement
comment, il va se dire, telle personne, par exemple, Lola. Ses habitudes, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Dire Lola, le matin, elle va au travail, elle va sortir chez elle, elle va avoir un vélo en bas de chez elle, elle va le prendre. Une mise en situation. Exactement. Ouais. Et en fait, ça permet de savoir qu'il y a besoin d'avoir des bornes un peu partout dans la ville, qu'il va peut-être falloir une application pour te dire... se mettre dans la peau de l'utilisateur. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Et donc ça, c'est vraiment du design de service. Et ensuite, il va peut-être travailler avec des designers graphiques qui vont faire tout le logo de la marque, qui vont faire le design de l'application, pour rendre ça facilement utilisable par les utilisateurs, par les personnes lambda. Et puis après, il y a le designer produit qui va justement imaginer le vélo et qui va se dire il faut qu'il soit lourd pour pas qu'il soit volé, il faut qu'il soit utilisable par tous, il faut qu'il soit très résistant. Et donc là, c'est créer des choses avec des contraintes et penser surtout aux utilisateurs, puisque c'est eux qui utilisent ces produits. Ouais, finalement, c'est plein de problématiques, plein de métiers différents. Et parfois, on peut se dire, un designer, c'est juste un graphiste. Non, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Le designer peut être amené à faire du graphisme, mais c'est des métiers qui sont très poreux. En fait, il y a plein de... justement, à l'ENSI, on est formé à être très polyvalent et à faire un peu tous ces corps de métier-là. On apprend un peu à faire tous ces types de design. Et ensuite, il y a des spécialités. Donc, en général, si vous allez faire un BTS, par exemple, en design produit, vous allez être plus spécialisé dans cette formation-là. Et d'autres écoles comme l'ENSI ou d'autres grandes écoles qui sont justement plus polyvalentes vont vous permettre de tout voir et ensuite peut-être de spécialiser quand vous choisirez un métier plus tard. Mais ça vous permettra de faire tout à la fois. Je profite sur le chat, il y a Apolline qui est notre modératrice et qui poste. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vrai, vraiment profitez-en, c'est super qu'on ait Solène avec nous. C'est génial d'avoir une étudiante qui vit les écoles de design de l'intérieur et qui peut nous les raconter. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et d'ailleurs, on en a une de Bernabette qui nous dit pourquoi tu as choisi ça comme étude. Qu'est-ce qui t'a amené vers le design de toi ? C'est venu vraiment petit à petit parce que moi, depuis que je suis petite, je dessinais et je voulais faire un métier dans ce domaine-là, mais je ne savais pas ce que je pourrais faire après, plus tard. Et donc, j'ai appris qu'il y avait des écoles d'art. Donc, j'y suis allée. Mes parents préféraient d'abord que je fasse un bac général pour mon avenir. C'est les rassurer. C'est ça, c'est les rassurer. Je leur ai dit OK, mais après, je choisirai une fois que j'ai fini. Donc, ensuite, je suis allée en mise à niveau d'art appliqué. Là, j'ai découvert justement ces 4 types de design. Et je me suis dit, produit, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime bien créer des objets. Je suis allée en BTS et en BTS, j'ai découvert l'ENSI et je me suis dit que ça avait l'air une école géniale. Ouais. Et du coup, je suis rentrée dedans et là, j'ai vu encore plus les temps. C'est vraiment au fur et à mesure de mes études que je me suis poussée. Ça a été progressif. C'est ça, en fait. C'est une fois qu'on est à l'intérieur qu'on découvre vraiment ce que c'est finalement. Et alors, il y a Sitara qui nous demande, bonjour Sitara, qui nous demande comment se déroulent les concours à l'ENSI. C'est vrai, comment ça se passe le concours d'entrée ? Alors, je crois que ça a changé récemment. Et voilà. En tout cas, toi, à ton époque, comment ça s'est passé ? Moi, à mon époque... il n'y a pas si longtemps, on dit toi à ton époque. Ça vient de changer là maintenant, donc je connais à peu près, mais je ne suis pas sûre de tout ce qui se passe. Je pourrais vous parler un petit peu peut-être après, mais moi, quand j'y suis allée, il y avait déjà une première sélection par dossier, et donc il y en avait qui étaient sélectionnés pour passer une journée de concours. Ça durait une journée entière, et on arrivait, on était 10. Et en fait, tout de suite, ils nous mettent à l'aise et ils nous expliquent qu'on n'est pas en concurrence, ces 10 personnes-là. On est là pour passer une bonne journée et qu'en fait, il n'y a pas de quota par jour. Si les 10 sont bons, ils vont prendre les 10. Ils essaient d'instaurer un climat de non-concurrence. Et donc, il y avait une première épreuve où on avait des images et des textes. On en choisissait un seul et on devait donner son avis critique dessus, dire à quoi ça nous faisait penser, donner un avis, en fait. Et ça pouvait être par l'écriture ou le dessin. Ensuite, on avait un premier entretien où on expliquait, on montrait notre book, ils nous posaient des questions, nos motivations pour l'ENSI, est-ce qu'on avait un designer qu'on aimait bien ou un studio de design, etc. Enfin, un petit entretien. Ensuite, l'après-midi, on avait des épreuves en groupe. Donc, on avait une épreuve de commentaires d'objets. On avait un objet tiré au hasard. Moi, je me souviens, j'avais un verre Duralex. C'est une marque de verre en France. Et en fait, on doit donner son avis dessus, que ce soit sur peut-être son procédé de fabrication, son usage. Enfin, il fallait parler de cet objet. Et tout le monde pouvait intervenir autour de la table. C'était pas une interro où tout le monde se regarde. C'était un échange, quoi. C'est ça, c'est un échange.
même nous donner des informations, etc. Ensuite, on avait une épreuve de Lego. C'était la fameuse épreuve, tout le monde parle, où on avait Ça consiste en quoi, ça? En fait, il y avait une petite stèle où il y avait une figure cachée, mais Ouais. qui représentait rien spécialement. Ouais. C'était de l'assemblage de Lego. Et chacun de notre tour, on devait aller voir cette stèle et revenir et dire aux autres quoi faire, mais sans montrer avec les mains. D'accord. Et en fait, il y avait les membres du jury qui nous observaient, et ça, c'était plus une épreuve pour voir comment on se comporte en groupe. Ouais, de communication. Exactement, ouais. comment est-ce qu'on est quelqu'un qui va prendre le lead, qui va imposer la chose, est-ce qu'on se met en retrait, est-ce qu'on est on a l'écoute ou pas. Ouais. Ça permet vraiment de... En fait, c'est des épreuves qui te mettent en situation pour voir un peu dans la vraie vie comment tu te comportes, quoi. Ouais. Et une dernière épreuve qui était une épreuve artistique de création, quoi. On avait un verbe et on avait plein d'objets, enfin plein de matériel dans la salle, et on avait 30 minutes pour faire un volume avec et ensuite expliquer sa démarche. Et donc là, c'était plus voir comment on met en place une démarche de projet en très peu de temps. Mais il n'y avait pas, en fait, et ensuite il y avait encore un deuxième entretien. Ah oui, c'est quand même un long processus de sélection, quoi. C'est ça. Mais après, il faut savoir que j'ai pas entendu une seule personne dire que c'était une mauvaise journée. Enfin, se passe... En fait, ils te mettent vraiment à l'aise, même avec les gens. Il y a très vite une complicité. Nous, on était 4 de ma session à avoir été pris. Ouais. Et c'est vrai que tout de suite, on devient limite copains en une journée, parce qu'on passe la moitié du temps sur la terrasse dehors au soleil et discuter. Et c'est vraiment, enfin, c'est très bienveillant, en fait. Ouais. On a une question de lectrice 02 qui nous demande s'il faut prendre des options ou des spécialités spécifiques. Est-ce que tu serais, parce que toi, c'était pas encore la réforme du lycée, je crois, hein, quand tu étais en terminale. Est-ce que, en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire des profils qui sont à l'ENSI? J'ai l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eue pendant mon reportage, que c'était des profils très, très différents. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, ça? Moi, par exemple, j'avais fait un bac ES option art plastique, par exemple. Mais il y a des gens qui ont fait de la biologie, de la science. Il y en a qui ont fait... Enfin, j'ai pas forcément d'exemple. Enfin, il y a vraiment des gens déjà de tout niveau d'études et de tout niveau socio-culturel. En fait, on cherche pas vraiment des compétences à l'école. En général, ils cherchent plus des personnes, des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont motivés, parce que en fait, c'est limite pas intéressant pour eux. Moi, c'était la première année où j'ai été refusée. J'avais pu appeler pour savoir pourquoi. Et justement, j'avais les compétences. Enfin, je savais faire un peu de tout. C'était très bien, mais c'est pas ce qui les intéressait, parce que l'école, elle est là pour vous apprendre ces compétences-là. Ouais. Donc, ce qui vous... Et toi aussi, ce que tu peux apporter à l'école, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut avoir apporté à l'école, et il faut de la motivation. Il faut avoir... Ouais, c'est ça, c'est de la motivation, envie d'apprendre. Et il n'y a pas vraiment de profil type, en fait, en tout cas dans cette école-là. Après, certaines d'autres écoles, peut-être, vont attendre plus... C'est pour ça, lectrice 02, voilà, c'est compliqué, je pense, surtout pour cette école-là, de donner un exemple, de recommander des spécialités type. Juste pour revenir sur la présentation de l'école, le terme complet, c'est ENSI les ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ateliers? C'est quoi les ateliers? On a la chance à l'ENSI d'avoir beaucoup d'ateliers matières, justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous les donner, les ateliers, différents carrément. Ateliers? On a l'atelier métal, on a un atelier bois, un atelier maquette. Donc là, on va faire un peu tout ce qui est plastique ou petite maquette en carton. On va avoir de la CFAO. Donc ça, c'est tout ce qui est commande numérique. Donc ça va être des découpes laser, des impressions 3D, des fraiseuses numériques. C'est des grosses machines numériques. Et on a aussi un atelier numérique où là, ça va être tout ce qui est de l'électronique. On va apprendre à faire des petites soudures d'électronique, allumer des lampes, faire du codage informatique pour des algorithmes. Et en fait, chacun de ces ateliers a un référent qui est là vraiment, du coup, c'est son travail. Un chef d'atelier. Exactement, un chef d'atelier, c'est sa terminologie. Ouais. Et en fait, ils sont vraiment là tous les jours de l'année pour nous aider avec nos projets. Donc nous, avec nos cours, on a un projet, on a envie de faire une maquette, on ne sait pas trop comment faire, on va les voir, ils vont à la fois nous donner des conseils si on n'avait pas la bonne solution, ils vont nous aider à trouver une solution, ils vont nous aider à la faire. Et il faut savoir aussi qu'on peut être autonome à un moment donné dans ces ateliers, puisqu'on a des intensifs, c'est des semaines de workshop où on va nous apprendre en fait à utiliser ces machines, à faire des soudures en métal, à faire des découpes sur toutes les machines de bois. Et en fait, ça nous permet ensuite de venir dans les ateliers tout seul et de venir faire notre maquette en fait.
Pour réaliser les projets, en fait. Exactement. Tu as utilisé un mot peut-être qu'on ne connaît pas tous, c'est un workshop. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un workshop? Un workshop, c'est une semaine de travail où souvent il y a un thème, un sujet. Par exemple, en bois, on avait le sujet de créer une assise qui travaille sur la flexion du bois. En métal, mon workshop de métal, ça a été de créer un porte-bagages pour vélo. En fait, c'est une semaine où on a un projet en fait, à faire en une semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous raconte Solène? C'est hyper intéressant. N'hésitez pas à profiter du fait qu'elle soit là avec nous pour lui poser tout plein de questions. Moi, j'en ai pour toi. Il n'y a pas tellement d'années d'études à l'ENSI. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais. On n'est pas en première, deuxième année, puis en master. Comment ça se passe en fait? Alors en fait, dans l'école, quand vous rentrez dans l'école, il y a 3 phases. Il y a la phase 1, phase 2 et phase diplôme. Et en fait, en fonction du nombre d'études que vous avez fait après le bac, en fait, vous n'allez pas avoir le même temps de ces phases-là. Donc je m'explique. Moi, par exemple, j'ai fait un BTS, donc je suis bac plus 2. Et c'est-à-dire que j'avais 1 an et demi par phase. J'avais 1 an et demi de phase 1, 1 an et demi de phase 2 et 1 an de phase diplôme. Je vais rester 4 ans dans l'école. Si vous sortez du lycée et que vous rentrez dans l'école, là, vous allez rester 5 ans dans l'école. Et si vous avez fait un bac plus 3, donc ce qui va être le cas avec les DNMAD, les licences ou les DSA, là, vous restez 3 ans dans l'école. Donc, c'est des parcours plus courts. Et en fait, ce qui est bien dans cette école aussi, c'est que vous êtes complètement mélangés. Vous allez vous retrouver en cours avec des gens qui viennent de rentrer cette année, comme avec des gens qui sont bientôt en diplôme. Et c'est super parce que ça permet beaucoup d'entraide, ça permet d'apprendre à pas trop se comparer, parce qu'il y aura toujours des gens meilleurs que vous, et c'est normal parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et je trouve que c'est plutôt motivant parce que ça nous montre un peu les exemples plus ou moins à suivre. Enfin, on se dit, ok, dans 2 ans, je saurais faire ça, c'est super, et on peut leur demander de l'aide. C'est ça qui est assez cool dans cette école, c'est que tout le monde est mélangé. Ça permet aussi au fait que tout le monde se connaît dans l'école en général. C'est une école assez familiale, je dirais presque. J'en profite pour dire bonjour à Hello Yanis qui nous a rejoint. Salut. Salut. Est-ce que, si je te comprends bien, en fait, on apprend autant des profs que des élèves. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment ça. Et il y a beaucoup, en fait, on n'est pas... on désacralise le fait de devoir faire ses projets tout seul. Il y a des gens qui sont parfois, même dans la vraie vie, il y aura des gens qui sont meilleurs que vous sur des domaines. Et en fait, on peut très bien exploiter ça. On se fait souvent aider par 2 amis. Et on a un truc qu'on appelle l'aide au diplôme, qui est très instauré dans l'école. C'est justement en fait, à la fin du cursus, on choisit un sujet qu'on choisit tout seul et on a 6 mois pour le développer. Et en général, à la fin, on a beaucoup de travail, donc on essaie de déléguer et on envoie un mail en disant j'ai besoin d'aide pour faire ça. Et en général, c'est souvent les premières années qui viennent beaucoup pour aider, pour faire les petites mains. Et on a aussi les personnes qui sont en mémoire qui viennent beaucoup nous aider pour des missions un peu plus importantes. Et en fait, moi, j'en ai fait beaucoup au début de mon cursus et c'est trop bien parce que tu vas connaître des personnes qui sont en fin de cursus. Ils vont donner beaucoup d'aide sur comment faire ton parcours à l'ENSI. Ça va t'apprendre beaucoup de choses, en fait, que ce soit humainement et aussi au niveau des compétences. Et c'est vraiment chouette. Une question de Merline qui nous pose, si je la traduis, tu me dis si je t'ai bien compris. Est-ce qu'on a des chances d'intégrer cette école qu'on a fait un bac techno? Est-ce que tu connais des étudiants qui ont fait un bac techno? Probablement. Après, je connais pas tous les parcours des autres personnes. Est-ce que j'ai bien compris ta question, Merline? On peut vraiment, je pense, c'est pas forcément un bac général qu'on est censé avoir, quoi. Si tu as un bac technologique, je pense que tu peux quand même tenter ta chance. Je crois même que certains étudiants, alors ils sont assez rares, mais je crois que c'est possible, n'ont pas le bac à l'ENSI. Probablement. Je crois que c'est le cas. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, je sais pas moi, en termes de ce qui toi t'a particulièrement marqué entre le lycée, parce que c'est vrai que nous on a beaucoup de lycéens qui nous regardent, entre le lycée et l'ENSI? Ça n'a rien à voir, on est d'accord? Et toi, le truc qui t'a le plus marqué en comparaison? En tout cas, avec l'ENSI, déjà, c'est le fait de choisir ses cours, parce que quand on est intéressé par ces cours, ça change beaucoup de choses. Donc, comment ça se passe? Raconte-nous. Ça, c'est à chaque semestre? Ça, c'est ça. Donc, comment ça se passe? Tu peux nous dire? À chaque semestre, on reçoit un catalogue. Et tous les semestres, ça change complètement. Il y a des cours qui reviennent généralement. Mais en fait, on fait des choix. Dans un semestre, on doit avoir 2 hebdomadaires. Donc, c'est des cours de 3 heures.
Donc là, par exemple, vous pouvez avoir aussi bien de la photo, de la vidéo, du graphisme, des cours de couleur, des cours de dessin, des cours de 3D. Enfin, il y a plein de choses, c'est des compétences. Il y a aussi de la philo, de l'histoire du design. Enfin, il y a un peu de tout type de cours. Donc ça, vous devez en général choisir 2. Vous avez 2 intensifs. Donc ça, c'est les workshops que je vous parlais tout à l'heure. Et ça, il y en a 2 au début, 2 semaines, 2 fois une semaine au début de chaque semestre et une au milieu du semestre. Et là, c'est plus tout ce qui est justement habilitation, donc apprendre à travailler dans l'atelier maquette, apprendre dans l'atelier bois. Il y a des petits workshops, des petits sujets qui sont plus fun en général et qui durent une semaine. Vous devez choisir un studio de création, donc là c'est plutôt l'expression artistique ou de l'expérimentation. Moi justement j'avais fait de l'art plastique, il y a aussi des studios vidéo où du coup vous allez faire un court-métrage. Il y a vraiment plein de types, il y a des studios d'écriture, et donc là c'est vraiment de l'expression artistique. Et ensuite vous avez l'atelier de projet, et donc ça c'est le plus gros dans votre semaine, c'est je crois 16 heures à peu près. Et donc là, c'est votre projet de design. Donc vous pouvez avoir du design de service, c'est ça. Ouais. Pas forcément, ça peut être individuel ou en groupe. D'accord. Mais c'est ce qui est le plus important en fait dans votre semestre. Et donc voilà, en fait, vous faites des choix. Vous avez plein de propositions. Vous faites 3 choix par enseignement. Et ensuite, il y a un algorithme qui calcule et vous avez vos cours au fur et à mesure. Mais c'est trop bien parce que vous pouvez choisir vraiment ce que vous avez envie d'apprendre aussi. Vous n'avez pas envie de faire de philo, vous ne ferez pas de philo. Est-ce que tu peux nous parler, toi, actuellement, donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de cours qui te plaît particulièrement ? Qu'est-ce que j'ai ? Pas là, forcément cette année, ou ça peut être les 2 années. Hein. Je sais que, par exemple, souvent, il y a un cours qui est très demandé, c'est le cours de couleur. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est assez important, en général, dans les parcours des anciens, parce que c'est difficile à expliquer. En général, je crois que le premier cours, on amène des objets et on se rend compte qu'on a tous une identité colorée. On a des couleurs autour de soi qui nous affectionnent particulièrement et qui nous suivent un peu de toute notre vie. Et on prend un peu conscience de ça. Et ensuite, on apprend à expérimenter, à travailler autour de cette couleur. Et c'est une question qui est très importante pour un designer. Et donc, c'est un peu vraiment un mélange d'expression. Elle nous donne un peu de théorie, mais très peu. C'est vraiment plus... c'est un cours qui est dur à expliquer, mais sinon il y a des cours aussi plus classiques où là par exemple du design graphique où on a appris à faire une affiche et ensuite on l'a imprimée en risographie directement, c'est une technique d'impression, on est allé l'imprimer et donc ça c'est vraiment des cours plus théoriques, mais c'est tout aussi important et intéressant. Il y a Émilie qui nous a rejoint. Bonsoir Émilie. J'avais une question de lectrice 02 qui nous disait, est-ce que pour travailler sur le design d'intérieur, il vaut mieux faire une école d'architecte ? Est-ce que tu saurais nous dire la différence entre, par exemple, je sais pas, il y a les DNMAD qui sont des licences, diplôme national des métiers d'art et du design. Il y a une mention, je sais, intérieur. Il y a aussi les écoles d'architectes d'intérieur. Est-ce que tu saurais nous expliquer la différence ou pas tout à fait ? Moi, je sais que par exemple, il y a... Du coup, moi, c'était un BTS design d'espace qui doit être justement cette Et un mention. BTS design d'espace, ouais. Ok, parce que pour moi, ça, c'est... En fait, c'est le mieux peut-être pour se spécialiser, parce qu'ensuite, je crois qu'il doit y avoir des DSA qui sont dans ce domaine-là aussi. En fait, vous allez vraiment faire que ça. Et ça peut être une formation intéressante, justement, si vous êtes sûr de vouloir vous lancer là-dedans. Les écoles d'architecture, pour moi, c'est assez différent, parce qu'en général... Enfin, après, je ne suis pas du tout spécialiste dedans. Mais pour moi, l'architecture, c'est vraiment plus l'enveloppe extérieure du bâtiment. Donc, ça va être... c'est pas forcément la même chose. Il y a vraiment ces 2 métiers assez différents pour moi, l'architecte extérieur et l'architecte intérieur. Ouais. Mais c'est vrai que je suis pas du tout calée sur cette formation-là. Je sais qu'à l'ENSI, on fait un peu de design d'espace, mais après, c'est plutôt de la scénographie ou... c'est pas forcément spécialisé là-dedans. Donc... Si tu sais que tu vas aller là-dedans, peut-être que c'est mieux d'aller directement dans une formation très très spécialisée. Il y a juste Laura qui nous pose une petite question. Alors c'est super parce qu'en même temps j'ai une mise à jour qui se lance. Alors je suis désolé, ta question, elle a disparu, la voilà. Elle dit « Hello, je vois que tu as fait plusieurs écoles avant l'ENSI, ça c'est vrai. Est-ce que tu les conseilles ? Tu en as parlé, est-ce que tu les conseillerais ?» Oui, en vrai, ouais. toute école est
et bonne à apprendre. En vrai, pour parler de Mamana, c'était à Congy-sur-Thérouanne, à Meaux. C'est où ça? D'accord. C'est vers Meaux, donc dans le 77, c'était un internat. Et mais du coup, je sais pas si c'est... Enfin, si c'est... Je sais qu'on pouvait faire un bac à appliquer là-bas et c'était une très bonne expérience. Moi, ça m'a duré que 1 an, mais c'était assez chouette. Il y avait une bonne ambiance. Du coup, on était une quinzaine, donc tout le monde se connaissait, donc c'était chouette. Ensuite, je suis allée à Olivier de Serres. Ma première année s'est très bien passée, ma deuxième un peu moins. Mais après, c'est qu'une expérience personnelle et j'ai d'autres amis qui ont été là-bas qui ont adoré l'expérience. Moi, j'ai moins aimé parce que j'ai plus senti cette ambiance parisienne où il y avait de la compétition entre les élèves. Enfin, l'ambiance dans l'école, moi, je l'ai pas forcément énormément appréciée, même avec les professeurs ou les projets qu'on pouvait avoir. Et ça, Solène, est-ce que à ton avis, ça, on peut le sentir dès les journées portes ouvertes? Ouais, en discutant avec les étudiants, ça, avec les il faut profs. discuter avec les étudiants en général. Après, je pense pas qu'ils vont dire des choses négatives sur l'école, mais peut-être que... En tout cas, il faut discuter avec les étudiants, ça c'est sûr. Et comme je vous dis, c'est mon expérience personnelle. C'est une très bonne école et elle m'a appris beaucoup de choses. Et c'était assez... Enfin, moi, je suis contente d'être allée dans cette école avant d'être allée à l'ENSI, parce que je suis arrivée à l'ENSI avec un petit bagage et c'était très bien. Et pour le coup, à l'ENSI, quand je suis arrivée, pour moi, c'était la délivrance. L'ambiance était incroyable. Le premier jour, on est arrivé, on a fait un banquet avec toute l'école et tout le monde, en fait, tout le monde dans l'école se tutoie, que ce soit aussi bien avec les profs, les élèves, la pédagogie. Au bout du deuxième jour, les gens disaient bonjour Solène dans l'ascenseur. Je les connaissais pas, je comprenais pas comment ils connaissaient mon nom. Enfin, et c'est vraiment, c'est une école vraiment familiale et c'est ça qui est super en fait. Et il y a pas, en fait, comme il y a pas il y a vraiment un contact humain très facile et c'est super chouette super facile d'aller demander de l'aide, alors que c'était plus compliqué dans d'autres écoles, je trouve. Tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret de projet sur lequel tu as travaillé, peut-être en groupe? Pourquoi pas, j'ai entrevu ça lors de mon reportage, qu'il y a des commandes qui sont faites d'entreprises ou d'associations. Est-ce que tu peux nous donner un exemple super concret? Là, par exemple, le projet que j'ai fait et qui est un peu expliqué dans le magazine Phosphore, c'était une association qui s'appelle Plastique Odyssée qui est venue nous voir. Et en fait, eux, ils font des petites expositions. Ils vont faire un tour du monde, en fait. C'est une association qui fait de la sensibilisation pour la pollution de plastique. Et donc, elles font des petites expositions itinérantes. Et elles avaient besoin dans leur exposition d'un objet qui appelle un peu la foule, qui fasse que les gens qui passent à côté se disent « Waouh, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller voir. » Ça les interpelle. Exactement. Quoi. Ouais. Et c'était autour du broyage de plastique. Donc c'est une machine qui permet, avec des dents, de broyer du plastique et de faire des copeaux de plastique pour le recyclage. Et donc nous, on était en groupe pour le coup de 5, ce qui est assez rare, parce qu'en général, dans les projets, c'est maximum 2-3 ou tout seul. Donc là, on était 5 et nous, on a décidé de faire un jeu, parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde et qui interpelle souvent et qui permet aussi d'avoir un message pédagogique derrière. Et en fait, c'est un jeu un peu de lancer de bouchons qui permet de montrer que aujourd'hui, c'est très dur de recycler. Enfin, il y a très peu de plastique qui est recyclé et que la plupart, en fait, vont dans les océans, sont broyés par les océans et se transforment en microparticules. Parce que c'est vrai que l'entreprise nous avait fait une présentation au début et elle nous avait dit qu'en fait, les gens, en général, ils avaient cette image du 7e continent avec le plastique qui flotte. Et c'est vrai, mais c'est que 1% du plastique. Le reste est en microparticules. Et nous, on voulait mettre l'accent sur ça. Et donc, on a fait cette machine-là qu'on a fait au travers de différentes maquettes. Et à la fin, on a fait une vraie maquette finale qu'on a allé tester nous-mêmes sur le port de l'Arsenal à Bastille. Et là, en fait, tout de suite, les gens sont venus, ont essayé de jouer et tout de suite ont compris, ont trouvé ça chouette parce que la morale du jeu, c'était un peu de ne plus y jouer, de plus jeter de bouchons. Et ça a super bien marché. Et du coup, là, le Plastique Odyssée veut récupérer notre maquette et va la mettre après quelques petites retouches, elle va la mettre dans ses expositions. Ouais, c'est super, c'est intéressant. En fait, vous faisiez des allers-retours entre, d'un côté, la réflexion d'équipe et puis ensuite, vous faisiez en atelier la maquette, j'imagine. En bois, et c'est ça, des allers-retours comme ça. En fait, il y a un peu des pédagogies de projet. Au début, on cherche une intention de projet. Donc là, on a un peu élaboré tout le discours de ce qu'on voulait montrer. Ensuite, on commence à formaliser un tout petit peu. On parle justement du scénario d'usage que j'avais expliqué à Vélib, où
qu'est-ce que l'utilisateur concrètement il va avoir à faire, et du coup ça va nous déterminer des choses à développer, et puis ensuite on fait plus en plus de maquettes pour déterminer esthétiquement à quoi elle va ressembler et est-ce que ça marche bien, etc. Et donc après en général on fait un prototype final, et c'est pas toujours le cas, parfois c'est pas possible en fonction des échelles, mais là nous on a pu le faire, donc on en a profité. Et c'est super chouette, enfin, c'est trop bien d'avoir à la fin son objet. Ouais, c'est vrai, c'est très concret. Je rebondis sur une question de lectrice qui demande, je change un peu ta question. Est-ce que toi, t'étais une manuelle ou pas? Ou pas tellement avant d'entrer dans l'école? Moi, oui. Ouais, d'accord. Parce qu'il y en a qui ne le sont pas du tout. Ouais, d'accord. Ça arrive aussi. Il y a un peu, justement, 2 types de profils différents. Et ce qui est trop bien, c'est que forcément, moi, j'avais peut-être plus de facilité que d'autres, parce qu'en plus, j'avais fait un BTS avant, donc j'avais déjà des outils pour cette école-là d'ENSI. Mais j'avais une facilité d'apprendre parce que depuis que je suis petite, je dessinais, donc j'avais un petit backup de dessin, même si ce que je faisais quand je suis rentrée et ce que je fais maintenant, c'est bien différent. Ouais. Mais il y a des gens qui sont arrivés et qui ne savaient pas dessiner, et ils s'en sortent très bien, parce que justement, il y a des cours qui sont faits pour t'apprendre ça, et c'est de la pratique, et donc forcément, tu vas devoir peut-être travailler un peu plus que ceux qui ont déjà ce savoir-faire-là, mais tu peux complètement y arriver. Et tu peux trouver des outils aussi toi-même. Si tu n'aimes pas dessiner, tu pourras faire la 3D ou trouver ton propre moyen de communication. C'est assez ouvert là-dessus. Une autre particularité de l'ENSI, il y a d'autres écoles qui le font, mais c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler très tard et à quel moment? Alors oui, elle est ouverte 24 heures sur 24, normalement 7 jours sur 7, toute l'année. Donc c'est assez chouette parce que c'est un lieu dans Paris, on peut venir un peu quand on veut. Donc c'est énorme, hein, ça fait 10 000 mètres carrés ou 15 000, enfin, c'est vraiment un très très gros bâtiment. C'est ça qui est en travaux actuellement. Et en fait... Pourquoi c'est ouvert tout le temps en fait? Ça permet en fait de pas se fixer des horaires pour travailler, enfin d'en s'en fixer soi-même quand on est des étudiants autonomes, et c'est un peu aussi une formation, on est très autonome. Voilà, c'était la question aussi, la deuxième partie de question de lectrice sur le côté scolaire. Là, il n'y a pas du tout de côté scolaire. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. On est assez autonome à la fois pour aller voir les designers. Enfin, on a des projets, ils sont là pour nous aider, on a des rendus, mais en fait, on gère notre emploi du temps un peu comme on veut. Et donc, moi, ça m'est arrivé quelques fois de travailler tard, peut-être maximum jusqu'à 3h du matin, mais... Pas mal quand même. C'est le plus tard que j'ai fait, j'ai dû le faire une fois. En fait, tout dépend de son organisation personnelle. Si tu es quelqu'un d'organisé, tu n'auras pas à faire ce qu'on appelle l'école des charrettes. C'est-à-dire quand on a beaucoup de travail, on a un rendu le lendemain et on doit beaucoup travailler. Moi, j'essaye de le moins le faire possible parce que forcément, c'est fatigant. Mais d'autres personnes aiment travailler comme ça, donc ils le font. Il y en a qui dorment dans l'école, ils s'installent à un Mac. Ah ouais. Mais après, ce qui est bien dans ce côté-là, c'est que c'est aussi en fait un lieu de vie. C'est pas juste une école. Beaucoup de fois, on fait des petites soirées entre nous dans l'école, ou alors on mange ensemble. D'ailleurs, dans la cour commune, il y a un baby-foot, il y a une ambiance, les gens se croisent, ils discutent ensemble. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment, comme je te dis, un lieu de vie. En fait, il y a des petits canapés, on peut se poser. C'est pas juste une école scolaire. Et il faut savoir aussi que dans l'école, on a son propre bureau. À chaque semestre, il va changer en fonction de l'atelier de projet que vous avez, mais vous avez votre bureau et c'est votre espace personnel, donc vous l'habitez comme vous voulez, quoi. Ah ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Solène? Il nous reste quoi? Il nous reste une dizaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Moi, je voulais te demander, alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux lycéens qui nous regardent et qui veulent faire une école de design concernant, je sais pas, concernant le book, concernant la manière dont on peut s'y préparer? Ça va dépendre après de chaque école. C'est vrai qu'il faut se renseigner pour savoir ce qu'il faut. Moi, les conseils que j'ai le plus entendu dans l'élaboration du book, c'est de pas forcément mettre que des projets finis. En général, les écoles, ce qu'elles aiment bien voir, c'est la démarche de projet. Donc, si vous avez des dessins préparatoires, des croquis, des maquettes, en fait, c'est montrer comment vous êtes parti d'une idée et à son aboutissement, en fait. C'est tout ce cheminement-là qui est intéressant et que les écoles recherchent beaucoup. Parce que souvent, en général, on a un book avec que des projets finis, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment... Et ça, c'est super intéressant de l'expliquer, de montrer toute cette démarche-là. Et puis après, c'est vrai que ça dépend de chaque école, mais... À l'ENSI, forcément, si vous venez d'un bac et que vous n'avez pas fait d'études supérieures, vous aurez moins de choses à montrer, mais c'est pas grave. Si vous avez des projets du dessin, si vous avez des petits projets que vous avez faits,
où il faut le mettre. Si vous avez fait, je sais pas, vous faites partie d'une association, si vous faites de la musique, enfin, parlez-en. C'est vraiment une personnalité qui est intéressante, quoi. C'est une personnalité artistique. Mais après, oui, c'est vrai que ça dépend de chaque école, quoi. Est-ce que tu sais, toi, ce que tu vas faire après l'école? C'est quoi? C'est dans un peu plus d'un an? Est-ce que tu as déjà des idées? Moi, je pense que j'attends de voir les opportunités qui vont s'offrir à moi. Je sais que je suis assez polyvalente et que le monde aussi du design change beaucoup. Donc je sais que ça se trouve dans 1 an et demi, quand je vais sortir, il y aura des offres qui vont s'offrir à moi. Donc j'attends de voir. Moi, je suis plutôt justement peut-être dans du design global. Je sais que par exemple, une référence de studio, si vous cherchez des références de studio, par exemple le Studio 5.5 des designers, moi j'adore ce qu'ils font. Mais après, ça, je vais voir. On répond aux dernières questions. Il y a juste Laura qui nous dit, est-ce qu'il faut mettre des textes explicatifs dans un book ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on montre et que nous on explique à l'oral? Ça dépend. Je pense qu'il faut un tout petit peu de texte, mais pas trop. Ouais. Il faut vraiment pas de page de texte. Il faut favoriser l'image. Mais forcément, pour expliquer une démarche, parfois, il faut un petit texte explicatif. Il faut être le plus concis possible. Mais il en faut un petit peu parce qu'il faut qu'il soit indépendant de vous. Au début, en général, vous envoyez votre dossier. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu votre parcours qui va le lire. Et donc, parfois, certains projets, l'image ne suffit pas. Donc, quelques mots peuvent aider. Il y a la lectrice qui nous demande juste que c'est qu'un book, comment on pourrait résumer ça en 2 mots? En général, ça dépend. Vous pouvez avoir plein de formats différents, mais le plus classique, c'est d'avoir un PDF où vous mettez à la suite des images de projets que vous avez faits. Et donc, ça peut être tous les projets que vous avez faits, des dessins. Et en général, vous mettez un petit texte justement explicatif de ce que vous montrez. C'est un dossier artistique, quoi. Si je peux l'expliquer simplement. Est-ce que c'est plus clair, lectrice, comme ça? Moi, je voulais vous montrer le magazine dans lequel il est actuellement en kiosque, dans lequel on a publié le reportage à l'ENSI. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Et c'est bien un portfolio, c'est le nom qu'on donne lectrice. Voilà, le voilà. Voilà, il est actuellement en kiosque. Et c'est le reportage qu'on a fait sur 8 pages à l'ENSI, les ateliers, si vous voulez aller l'acheter ou même vous abonner au magazine Phosphore. Est-ce qu'il y a des toutes dernières questions? Non, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup à toi, Solène, d'être venue expliquer les écoles de design. Et merci surtout à vous tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup pour vos questions. C'était vraiment super de pouvoir discuter avec vous. Et à bientôt, on se retrouve peut-être dans une quinzaine de jours avec un prochain live. Merci beaucoup. Merci.